Bonjour, Mazarine Pinjot. Je devrais dire Mazarine M. Pinjot. Et si je dis ça, c'est parce que c'est écrit en couverture de ce livre qui s'appelle 11 quai Branly, dans la collection Retour chez soi, chez Flammarion. Mazarine M. Pinjot, M comme Mitterrand. Mais au fond, vous êtes fiers aujourd'hui de pouvoir dire j'ai récupéré ce nom-là. C'est aussi ça que raconte le livre sur ce retour. Fière, je sais pas, mais en tout cas, les choses rentrent dans l'ordre. Ouais. C'est plutôt dans ce sens-là. Ouais. J'ai fait des démarches pour avoir ce nom. Mon père m'y avait incité, mais au fond, je l'ai fait en me disant il aurait quand même pu le faire lui-même. Ah bah oui, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait si tardivement. C'est que pendant un moment, j'avais pas envie. Je trouve que c'était presque humiliant d'être obligé de faire... Parce qu'on est obligé de faire une démarche pour récupérer son nom. Même s'il vous revient de droit, on est quand même obligé d'écrire une lettre à un juge, etc. Et donc j'ai mis beaucoup de temps à le faire. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon allez, Ouais. c'est mieux de le faire, comme ça sera réglé. Même Mais là, pour vous mes gardez que enfants. le M, pas Mitterrand. M Bah là, je seulement. le garde pour la publication parce que j'ai pas envie de tout bouleverser. Petit à petit, on y arrive. Mais là, ça me va très bien. C'est une présence, c'est là et en même temps, c'est une présence discrète parce que après Mazarine Mitterrand, c'est qu'il serait presque une sorte de pléonasme, quoi. C'est Oui. trop. C'est trop. Oui, parce que ce livre raconte ça, ce retour vers l'enfance. Alors évidemment, je disais, c'est une collection, hein, chez Flammarion, Retour chez soi. Alors vous, votre chez soi, vous dites c'est nulle part. C'est le 11 quai Branly, à Paris, comme ça. C'est un endroit qui n'existe pas pour une famille qui n'existait pas, quelque part cachée. Oui, c'est ça. C'est une non-adresse d'un lieu qui n'était pas censé exister et pour une vie qui n'était pas censée se passer là. Et donc, c'est doublement fantomatique et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce lieu. Quand les deux éditrices m'ont proposé, donc c'est l'idée de la collection de dire, vous avez 24 heures dans un lieu un lieu de votre enfance, a priori dans lequel vous avez été heureux. Bon, moi, j'ai pas choisi cette option-là. J'ai plutôt choisi la deuxième où j'ai pas été forcément très heureuse, mais justement, ça m'intéressait beaucoup plus. Et donc, 24 heures à l'Alma, en effet, au 11 quai Branly, où j'ai grandi. Oui, caché dans le sens où j'étais pas censée y habiter, où je connaissais moi-même quasiment pas mon adresse, où j'y invitais Vous ne personne. saviez même pas que c'était le 11 quai Branly. Vous Non, l'avez parce que découvert là. j'arrivais en voiture, toujours, je me cachais pour pouvoir rentrer un peu incognito. Et donc, Vous cachiez dans la voiture, c'est-à-dire Oui. vous fermiez les yeux et vous vous baissiez derrière, pour pas Ouais. que personne ne puisse vous voir entrer. Oui, j'avais l'impression que si on me voyait, on découvrirait tout. Enfin, voilà, donc J'étais plus royaliste que le roi, hein, d'une certaine manière. Enfin, c'était comme ça. Mon corps avait incorporé cette idée d'être transparente et invisible. Ouais. Non, mais ça allait loin. Vous étiez derrière, même là, pas se mettre aux fenêtres, puisqu'on pas qu'on vous voit de la fenêtre. Fallait s'éloigner si quelqu'un regardait dans votre direction. Ouais, enfin, quand on est censé être clandestin, on en apprend tous les usages et ça en fait partie. Oui. Et alors, un jour, il va y avoir Paris Match qui va faire basculer, au fond, votre vie. C'est quelque chose de violent, vous le dites, clairement. Oui, parce que ça change radicalement mon statut de personne invisible ou secrète à personne totalement visible, qu'on regarde comme une chose, comme un objet curieux et qu'on montre du doigt. Et donc, je suis passée d'un statut d'existence qui était le secret à un statut d'existence qui était le fait d'être un peu au milieu de la place publique pour qu'on y jette les pierres. Oui. Non, mais vous avez des mots. Vous dites, là, mon prénom était comme un code secret, Mazarine, où tout le monde se nourrissait dans les repas de famille de cette histoire. À partir du moment où j'ai été révélée, c'est sûr que tout le monde avait quelque chose à dire sur moi, enfin, sur mon existence. Chacun y allait de son anecdote. Moi, je le savais. Tout à coup, tout le monde le savait, alors que c'est totalement faux. Enfin, il y avait quelques personnes qui savaient, mais c'était franchement pas majoritaire. Ou, au contraire, à commenter tout autour de mon existence. Et donc, pendant longtemps, j'ai été un personnage du récit des autres avant de récupérer mon propre récit, mais ça a pris du temps. Ouais. Oui, vous dites, c'était terrible sur vous. Vous dites, j'étais la bâtarde logée aux frais de la République. Ah, ça a duré très longtemps, même encore aujourd'hui. Hein, si on regarde sur Internet, sur les réseaux, c'est toujours les mêmes choses qui arrivent. C'est-à-dire, après, c'est toujours violent hein, sur les réseaux. Mais oui, il y a cette idée que j'ai volé la République, que je sais pas. Enfin, bon, voilà, c'est pour ça que c'est marrant quand moi je confronte cette espèce
de violence dans la critique, qui d'ailleurs n'est pas uniquement celle des complotistes et des fachos. Hein. Il y a plein de gens de bonne, voilà, de gauche, etc., qui considéraient que j'avais pas le droit à l'existence. Même ça a duré très très longtemps. Il y a toujours eu un procès en illégitimité dans ce que je faisais, dans ce que j'écrivais. Bon, voilà, ça fait partie de mon karma. L'illégitimité, elle vous marque un peu au fer rouge toute votre vie. Et les gens vous voient comme ça pendant longtemps. Dès que je suis arrivée dans n'importe quel nouveau boulot, on s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a pas le droit d'y être. Enfin, bon, voilà, ça vous poursuit tout le temps. Et donc, vous en faites 4 fois plus pour dire, mais si, je vous assure, j'ai bien le droit. Et voilà, donc, bon, c'est comme ça. Bon, maintenant, c'est plus très grave, mais c'est vrai que ça m'a poursuivi très longtemps. Mais si je reviens sur cette photo devant un restaurant aux Invalides, les paparazzis, ceux qui ont fait cette photo, vous ont dit « Alors, vous êtes soulagée, vous êtes contente, on vous a rendu service, maintenant vous n'êtes plus cachée grâce à nous ». Oui, ils se sont donné bonne conscience en pensant avoir sauvé une enfant de l'horreur, de l'anonymat, de l'horreur. Et ouais, bon, ça, les paparazzis se donnent toujours bonne conscience. Ils pensent qu'ils informent, et que c'est hyper important d'informer. Bon, mais bon, à la limite, peu importe les paparazzis, mais c'est vrai que pour moi, cette photo a été d'une grande violence. En plus, elle m'a inscrit à un endroit de l'espace public qui ne me ressemblait pas du tout. Enfin, une sorte de truc people dont on parle comme ça, Et la manière, moi, dont j'avais vécu avec ma mère, c'était plutôt austère que ce qui pouvait paraître dans les journaux. Et voilà, donc il y a eu une sorte de malentendu dès le départ, comme ça, qui m'a poursuivie. Mais au fond, vous dites, là, il y a une autre vie, une autre Mazarine qui débute, une Mazarine romantique aussi, quelque part, d'une histoire qui vous échappe complètement. Et vous dites, mais au fond, la vraie, c'est celle qui était à l'Alma, c'est avant cette photo. Et au fond, c'était là la vérité. En fait, la vérité, elle se construit. Il n'y a pas une vérité une et unique. Bien sûr, elle se construit avec la vie, quoi. Et ça fait partie. La révélation au grand public a fait partie de cette construction-là. Donc, celle de l'Alma, je ne sais pas si c'est la vérité, parce que quand même, vivre dans le secret, c'est pas non plus formidable. Ni l'un ni l'autre, en fait. Mais donc, la violence de l'un répond à la violence de l'autre. Après, sa vérité, on l'a construit en dehors du regard des autres aussi, hein, donc heureusement. Mais c'est vrai que le fait d'avoir grandi en dehors des regards a construit quelque chose de différent que si j'avais été sous les projecteurs dès mes premiers pas. Ça, c'est certain. D'une certaine manière, ça m'a un peu protégée. Oui, mais cet endroit, cet appartement de fonction, Alma... Et au fond, vous dites que c'était une prison, mais pour moi, ça signifiait le bonheur parce que j'étais là le plus près de mon père. C'était les deux. C'était quand même une prison aussi. En fait, c'était la condition pour vivre ensemble. Donc, c'est le paradoxe. Je pense que c'était surtout heureux pour ma mère qui a pu vivre normalement avec mon père. Pour moi, c'était plus compliqué parce que quand on est adolescent, on n'a pas envie de vivre dans un endroit clos où on ne peut pas recevoir, où on ne peut pas... ouvrir la porte simplement, partir, revenir, enfin, juste les gestes normaux de la vie, donc c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que c'était la condition d'une vie normale. Aussi étrange que ça paraisse, parce que c'était une vie pas normale, mais cette anormalité était la condition d'une vie quotidienne normale. Oui, et donc vous allez retourner pour ce livre à l'intérieur. Maintenant, c'est un haut fonctionnaire qui habite, les murs sont vides. Et il va se passer de drôles de choses en vous quand vous allez retrouver, là, récemment, alors que vous avez des problèmes une otite, vous n'entendez plus, vous êtes dans un état, vous apprenez la mort de Robert Badinter, qui a beaucoup compté dans votre vie. Donc tout ce contexte va présider au moment où vous rentrez dans cet appartement pour la première fois, à nouveau. C'est vrai que tout s'est concentré à cette période-là, c'était très étrange. Alors parfois, quand on vit quelque chose, tout s'y ramène, et aussi parce que sans doute on est à l'écoute un petit peu des signaux voilà, qui ont du sens par rapport à ce qu'on vit. Mais là, c'est vrai que tout à coup, il y a une concentration d'événements, de faits. Effectivement, j'avais une double otite, donc j'entendais plus rien. J'étais complètement cloîtrée à l'intérieur de moi-même, donc ça tombait bien d'une certaine manière pour retourner dans le cloître qui était l'Alma. Et c'était vraiment une expérience très, très intense parce que j'avais vraiment l'impression que c'était un tournant de quelque chose, qu'il se passait à ce moment-là de ma vie, enfin, tout en concentré, et que le fait d'y retourner, incarner ce tournant-là, enfin, était vraiment le jalon important de ce tournant-là. Et c'est vrai que je pense que ce livre, je l'aurais pas écrit de la même manière il y a 10 ans, peut-être dans 10 ans non plus, et que ça correspondait à quelque chose, à un moment de vie. Donc, je vais avoir 50 ans. Voilà, ça fait plus de 30 ans que j'ai quitté ce lieu.
Et je suis très apaisée avec beaucoup de choses avec lesquelles je l'étais sans doute moins il y a 10 ans et encore moins il y a 20 ans. Donc peut-être qu'il y a 20 ans, j'aurais même pas pu y retourner en fait. Et là, j'y suis allée à la fois inquiète mais sereine quand même. Et donc ça m'a permis d'écrire le livre. Ouais. Et donc vous revoyez des scènes de vie d'une famille normale au fond. Votre papa qui rentre du travail le soir, hein, et vous, la petite fille qui vient, ce qui l'empêche d'aller beaucoup plus loin que la porte d'entrée le soir, hein, la radio. Et vous dites, je détestais entendre parler de mon père à la radio. Oui, c'est jamais agréable quand, vous savez, c'est une forme d'objectivation. Quand les gens que vous connaissez ou vous-même, quand on parle de vous, il y a toujours un décalage. C'est jamais exactement vous dont il s'agit ou la personne que vous connaissez. C'est un personnage, en fait. Et c'est vrai que mon père, il oscillait toujours entre le père et le personnage. Alors moi, je connaissais le père, mais à l'extérieur, il était le personnage. Donc quand l'extérieur rentrait à l'intérieur par la voix de la radio ou de la télévision, c'était jamais très agréable. Mais c'est vrai qu'après, ça, c'est le quotidien. C'est-à-dire que oui. On se levait, on écoutait France Inter. Ensuite, je sais pas, on prend sa douche, on s'habille, on va au boulot. Enfin, je veux dire, le quotidien. Vous racontez ça à mon père qui se lave les dents. Non, mais en fait, le quotidien, il est le même pour tout le monde. Après, il a une texture toujours singulière en fonction des histoires. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, bien sûr que c'était aussi normal, d'une certaine façon. Mais quand même, un poème de René-Guy Cadou. Et alors, votre père, il aimait vous dire ce texte, et vous le repreniez. Il y avait cet échange. Oui, il aimait bien. D'abord, il aimait beaucoup René-Guy Cadou. Il aimait bien certains poètes. Ma mère aussi. Eux, ils étaient vraiment de la génération où on apprenait des poésies par cœur. Et donc, ils aimaient bien m'apprendre des poésies. Alors, je me souviens de quasiment rien, mais quand même un petit peu René-Guy Cadou, parce que j'adorais cette poésie. Et c'est vrai qu'il me la faisait réciter régulièrement. Enfin, c'est pas pour me la faire réciter, c'était plus, voilà, comme on chante une chanson, on récitait ce poème. Ouais. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à relire sur René-Guy Cadou. Hein. Il disait je pose mes 2 mains de feuilles sur ton cou. Ouais. Il y avait beaucoup d'amour et de tendresse, mais on va presque dire normal. Oui. Affection normale d'une fille, mais qui sait que son papa n'est pas tout à fait comme les autres ou qui ne veut pas le voir. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est-à-dire que si, mon père, c'est mon père. Enfin, je veux dire, pour tout enfant, ses parents, c'est ses parents. Il n'y a pas de... Ils sont pas particuliers. C'est d'abord ses parents, c'est les autres qui sont pas normaux d'une certaine manière. La normalité, c'est d'abord sa propre vie. C'est après, plus tard, qu'on commence à voir que les autres fonctionnent pas de la même manière. Mais donc pour moi, ça m'a toujours paru normal. Aujourd'hui, je peux dire que ça l'était pas tant que ça. Oui. Mais en revanche, avoir un coup de fil en pleine nuit d'un président américain ou de Michel Rocard, oui, mais vous le racontez. C'était le boulot, ça. Oui, c'est le boulot. Oui. Et donc, non, ce qui était difficile pour moi, en réalité, c'était vraiment la scission totale entre l'espace intime et l'espace public. C'est-à-dire le fait que lorsque j'étais au collège puis au lycée, de ne pas du tout pouvoir parler de ma vie, de qui étaient mes parents, de ne pas pouvoir ouvrir chez moi pour passer à l'improviste et de ne pas pouvoir se raconter. Donc ça crée des rapports difficiles. Quand on sait qu'à un moment donné d'une relation, ça va s'arrêter parce que là, on ne peut plus dire... on n'y va plus dans cette relation. Donc, on est très prudent, c'est plutôt dans cette espèce de difficulté de grandir dans la légèreté que ça crée des choses assez difficiles. Et puis, aussi, le fait de ne pas pouvoir dire, par exemple, je sais pas, quand il a été élu, de ne pas pouvoir dire c'est mon papa, je sais pas, un truc un peu... on vous l'interdisait, on vous disait il ne faut pas le dire. Non, on me l'a pas dit, mais j'ai grandi dans cette vie clandestine. Mes parents, déjà, avaient une histoire elle-même secrète. Donc, moi, c'était mon biotope. Oui. J'ai grandi là-dedans. Donc, je me suis jamais posé la question de savoir... c'était pour moi ça, l'évidence. C'était pas l'inverse, quoi. Oui, et puis que votre père avait une autre famille ailleurs. Oui, et ça aussi, vous le saviez. Partie. Oui, bien sûr, je savais. Il suffisait d'ouvrir la télévision, hein. Je veux dire, c'était pas un secret. En fait, pour moi, il n'y avait pas de secret. C'est moi qui étais le secret. Donc, c'est pas, ça vous met pas au même... C'est ça qui est compliqué. Ça rend les relations asymétriques, en fait. Et de devoir cacher quelque chose à quelqu'un qu'on aime bien, par exemple, à une copine qu'on trouve hyper sympa, ou à ses premiers petits copains, ça, c'est difficile.
ça rend la relation compliquée, quoi. Oui, alors quand vous arrivez dans cet appartement-là, vous êtes toute seule. Ce qui est incroyable dans ce livre, c'est un film, hein, c'est-à-dire que le soir, vous vous enfermez dans les toilettes. Vous vous dites, vous entendez les bruits des gens au-dessus, Ouais. il y a des fantômes, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui, il y a des fantômes. Euh, Moi, je crois beaucoup aux maisons hantées. Je crois que les lieux, ils ont une charge. Enfin, je pense que lorsqu'on entre dans un lieu, il y a des choses qu'on sent. Ça ne veut pas dire que c'est des fantômes qui reviennent avec... mais il y a des énergies qu'on sent. Voilà, on est quelque part, on flippe, ou on est quelque part, on se sent bien. C'est comme ça. Et en plus, là, il y avait une mémoire que j'ai un peu oubliée, donc que je suis allée recueillir et rechercher justement dans les lieux. Et c'est vrai que c'est le corps tout de suite qui se réinscrit un petit peu dans les pas, plus que l'intellect et plus que les souvenirs précis. On retrouve les gestes qu'on faisait, le couloir, comment on ouvrait une porte, comment je m'étais retrouvée effectivement lorsque j'étais enfant, où je m'étais enfermée dans les toilettes parce que ma mère n'était pas... Enfin, parce que personne ne revenait. J'ai commencé à avoir peur, quoi. J'avais des terreurs. Et donc là, quand le soleil a commencé à se coucher, qu'il a commencé à faire nuit, j'ai ressenti cette espèce d'angoisse comme ça, entre chien et loup, qui remontait. Et donc je me suis vraiment retrouvée là dans la peau de la petite fille, Oui, quoi. oui, mais je pense évidemment à ce que disait votre père, hein, à l'orée de sa vie, hein, je crois aux forces de l'esprit, je ne vous abandonnerai pas. Croyez aux forces de l'esprit, comme lui, il est peut-être présent là, il était peut-être présent avec vous. En tout cas, il y a des choses qui sont présentes. Je ne peux pas savoir quoi. J'en fais pas une théorie un peu spiritualiste ou je sais pas quoi, mais on sent. Enfin, c'est pas anodin de revenir dans un lieu où on a vécu. Je pense que tout le monde ferait cette expérience. Enfin, c'est intéressant de savoir, d'ailleurs, de se demander où est-ce qu'on irait. Forcément, il y a quelque chose qui vous prend. Et les lieux, les murs, les fenêtres, enfin, elles vous racontent une histoire qui est restée accrochée là, enfin, qui est restée un peu en suspens là. Et c'est vrai que alors, je ne sais pas si c'est les forces de l'esprit, mais en tout cas, là, il y a des formes de présence qui sont là. Oui. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans cet appartement, vous allez faire ce qu'on appelle un Skype, hein, avec votre maman, et vous allez lui faire visiter l'appartement. Oui, bah, je trouvais ça. Enfin, déjà, comme il a quand même changé, enfin, ça reste le même dans sa configuration, mais bon, forcément, ils ont un peu repeint. Enfin, ils ont enlevé la moquette qui était cracra. Ils ont refait un beau parquet et tout. Et, euh, et donc, il y avait plein de petites choses qui avaient changé, mais quand même, comment dire, l'espace lui-même était demeuré le même. Et donc j'avais très envie de partager ça avec elle aussi, enfin, d'abord pour lui dire tu te souviens, enfin voilà, pour avoir ce moment-là aussi, à pouvoir évoquer ensemble des souvenirs, de se dire bah voilà, là il y avait la cuisine, là la table, là c'est là qu'on posait les trucs, enfin voilà, essayer de reconstituer à deux une mémoire, c'est mieux que tout seul en fait. Ouais. Et elle est touchée par ça, votre maman. Oui, oui, je pense qu'elle a été, ça lui a fait quelque chose, oui, de revoir, bon, même si c'était par Skype, donc c'était un peu, c'était pas une image géniale, mais de revoir un petit peu ces Ouais. lieux où elle-même n'ira plus jamais non plus. Ouais. Je remonte ça parce que c'était quand même un monument, hein. Ce journal pour Anne, 1964-1970, hein, publié chez Gallimard, de votre papa. Les lettres incroyables, c'est un pavé, c'est un monument. Ouais. Les lettres d'amour, les lettres de tout ce qui se disait. Et à un moment, il y a ce passage où il parle de vous. Il parle de vous comme un cadeau. Vous êtes le cadeau. Ouais, je sais pas si c'est très bien d'être un cadeau, mais bah oui, dans le sens, je pense où, enfin, je sais pas, lui il disait que c'était elle qui lui avait fait ce cadeau, mais bon. Je sais pas, bah, lui aussi d'une certaine manière, parce que c'était quand même encombrant de faire un enfant dans sa position, quoi. Donc c'était une preuve d'amour surtout. Oui, Donc bon, ça, c'est leur histoire. oui, oui. Et vous, vous dites au fond, qui était votre papa? Il y a effectivement, c'est compliqué. L'homme politique, le président de la République, on vous le renvoie à la figure, on vous dit mais quelle chance d'être la fille du président de la République. Et vous dites, bah, si c'est une chance, je sais pas, c'est lourd à porter. Je sais pas ce que ça veut dire, la chance d'avoir des parents. Enfin, voilà, on est l'enfant de ses parents. Est-ce que c'est une chance, une malchance? Oui, je comprends bien ce qu'on veut dire par là, mais évidemment qu'un homme n'est jamais le même que dans sa fonction. Donc, il y a toujours une confusion entre une fonction et un homme. Mais en l'occurrence, le papa n'était pas du tout le président de la République. Et d'ailleurs, moi,
j'étais pleinement avec mon papa, mais je ne pouvais pas jamais parler du président de la République. Enfin, lorsqu'il devenait président de la République, c'était plus mon père. Enfin, ça l'était évidemment, mais je veux dire, je pouvais plus le dire en tout cas. Enfin, en tout cas avant la révélation. Et donc, c'était très 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 scindé, le président et le père. Et en même temps, c'est bien parce qu'il était président qu'on se cachait. S'il ne l'avait pas été, peut-être que ça aurait été moins grave. Enfin, j'en sais rien, on ne peut pas faire l'histoire avec des si, mais c'est ça, en tout cas, qui donnait... enfin, c'est ça qui a fait qu'on a vécu dans ce lieu-là, protégé. C'est ça qui faisait qu'il y avait des gardes du corps. Enfin, c'est du fait de cette fonction qu'on a aussi mené cette vie. Oui, quelle vie incroyable, parce que, effectivement, aller voir les gardes du corps, vous finissez par être ami avec eux, mais donc, ils vous amenaient devant la porte, comme ça. Vraiment, vraiment à la dernière limite. Il y avait des protections aux fenêtres, vous viviez comme ça. Alors, aux fenêtres, je sais pas, mais c'est sûr que oui, il me protégeait, quoi. À partir du moment où votre père est président, vous avez pas le choix, vous êtes protégé parce que vous devenez une monnaie d'échange, enfin un talon d'Achille, enfin voilà, donc ils sont obligés. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Enfin, je veux dire, l'entourage, c'est normal. Ça peut être constitué une forme de faiblesse, hein, enfin, je veux dire, de fragilité pour l'État. Donc oui, mais ensuite, c'est très particulier en effet de vivre en étant protégé, enfin gardé, quoi, parce que garder, ils vous protègent, mais en même temps, ils vous enferment. Enfin, c'est dans le double sens du terme. Pas eux individuellement, en plus je les adorais, heureusement. Mais si vous êtes protégé, c'est que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, quoi. Donc c'est dans les deux sens. Et c'est aussi que vous êtes en danger. Enfin, en tout cas, l'équation, elle se fait vite dans la tête d'un enfant. S'il est protégé, c'est qu'il y a un problème. Ouais. C'est vrai qu'à un moment donné, dans le livre, dans ce récit, vous allez revoir des images à l'Institut national de l'audiovisuel des obsèques de votre papa, et que vous avez été touché de revoir ces familles, voir ces deux, on disait des clans, les journalistes parlaient de clans, oui, alors et qui rassemblés par votre père à ce moment-là. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment parler de clan, dans le sens où c'était assez fluide. Finalement, on était ensemble pour ce moment et ça n'a pas posé de problème. Donc il y avait plutôt une grande tolérance de part et d'autre, puisqu'on était réunis, sans qu'il y ait d'animosité ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'aussi, dans le récit du livre, il y a la mort de Frédéric Mitterrand, à un moment donné aussi, et qui vous touche, après celle de Robert Badinter. Quelque chose comme ça qui s'en va. Oui, parce qu'il y a eu coup sur coup des morts de personnes qui étaient liées à mon histoire pour des raisons différentes. Et là aussi, il y avait la collusion du public et du privé, parce qu'à chaque fois, j'ai été mise au courant par des textos qui me disaient « Est-ce que vous voulez parler ?» Donc, je ne savais même pas de quoi on me demandait de parler. Et c'est là où je découvrais, parce que je sais pas, j'étais en cours, et j'en reçois des textos, enfin vraiment les deux fois exactement dans le même processus, plusieurs textos insistants, etc. Et je me dis ça y est, il y a quelqu'un qui est mort. Et là, je découvre après que c'est d'abord Robert et ensuite Frédéric. Et donc voilà, c'est quelque chose. On vous apprend la mort d'un proche. Ce sont des journalistes qui vous apprennent la mort d'un proche. Des journalistes que vous ne connaissez pas toujours. Enfin, donc voilà, la collusion entre le privé et le public, elle est permanente, en fait. Et et voilà, ça fait quelque chose de toujours un peu étrange, comme ça, de court-circuit, quoi. Oui, Robert Badinter était très important dans votre vie. Et on dit c'est lui qui a incité votre papa aux démarches administratives, un certain nombre de choses. Lorsqu'il décède, il y a une image que vous racontez dans ce livre, qu'au fond, votre maman préfère rester au domicile avec vous, à regarder les obsèques à la télévision. Au fond, il y a toujours cette barrière de se protéger, de vivre l'intimité. Oui, de vivre l'intimité et de ne pas confondre justement le public et le privé. Et pour elle, elle a choisi de pas aller aux obsèques officiellement parce que elle préférait vivre ça de façon intime plutôt que d'être vue, photographiée ou... Parce que là, nous, quand on voit les images, on voit que les images. Mais quand c'est vous qui êtes photographié, vous voyez ce qu'il y a derrière les photographes. Et donc, c'est compliqué de rester dans une intimité totale lorsque tout le monde vous photographie. Et donc ça, elle n'en a pas eu envie, ce que je comprends. Oui, et votre maman qui est restée extrêmement discrète, c'est un choix d'elle de garder ses secrets, de garder sa vie. Oui, ça a été son choix depuis le début. Hein. Elle a fait le choix du secret, des amours secrètes, et puis jusqu'au bout, même si ensuite, maintenant, évidemment, ça n'est plus secret. Mais elle, dans sa manière de vivre, elle reste en effet discrète, assez sauvage. Bon, elle a quand même publié les lettres parce qu'elle a compris que c'était quand même
un document trop important pour ne rien en faire. Sachant que si c'est moi qui devais m'en occuper, je perdrais tout. Donc, heureusement, elle a eu cette espèce de sursaut. Donc, elle a fait taire ses scrupules sur le fait de pouvoir apparaître. Mais sinon, oui, dans sa vie, elle reste très discrète. Ouais. Vous, à un moment donné, vous dites aussi, vous apprenez la maladie de votre papa. Et ça, évidemment, c'est encore quelque chose de public, alors que c'est tellement intime. Bah, c'est les deux, toujours. C'est ça la difficulté. C'est que c'est devenu public, puisque voilà, ça fait partie, là aussi, d'une information qui concerne tous les Français tout à coup. Et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus privé, c'est le corps intime. Donc on est toujours pris dans ces contradictions-là. Et quand on le vit de l'intérieur, c'est parfois pas toujours facile à négocier, en fait. De rester au bon endroit, que l'aspect public ne vous vole pas ce que vous êtes en train de vivre, et en même temps d'accepter que ce que vous êtes en train de vivre, d'autres vont le commenter, vont en parler, alors que vous avez l'impression que ça n'appartient qu'à vous. Oui, et vous allez refermer la porte du 11 quai Branly, à un moment donné. Vous allez y revenir encore une fois, il faut lire le livre, hein, et il y a quelque chose comme ça qui était nécessaire au fond, de tout ce que vous allez retrouver quelque part pour vous reconstruire, j'allais presque dire. Oui, alors peut-être pas me reconstruire parce que c'est... encore une fois, si j'avais eu 20 ans de moins, peut-être, mais là, maintenant, les choses sont quand même à peu près apaisées. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a eu cette idée du retour et de pouvoir refermer la porte de manière apaisée, de manière... volontaire, sans partir en fuyant comme ça, et de dire bah voilà, maintenant c'est moi qui décide, je referme la porte, j'ai vécu ce que je devais y vivre, j'en ai tiré un récit, et c'est d'ailleurs ça qui a aussi donné du sens au fait d'y revenir. Ça m'a aussi protégée, en fait, le fait d'avoir un projet, de savoir qu'on va l'écrire, protège un petit peu de l'expérience, et en même temps la rend intense aussi, et donc j'ai pu refermer la porte en me disant bah voilà, ça c'est... Ça y est, c'est fait, je suis en paix avec ce... Oui. Avec ce et le raconter époque. à vos enfants aussi, Oui. parce que ça, c'est important. Oui, il y a la question de la Sache. transmission qui est là, évidemment, et qui, pour moi, est beaucoup plus facile par l'écriture d'un livre que par la simple parole. Oui. Et alors, la photo, en couverture de ce livre, vous êtes de ce côté-là de la grille, et on imagine la petite fille qui se cachait pour rentrer à l'intérieur, là, comme ça. Et cette petite fille, elle est toujours en vous. Ah, je pense qu'on se débarrasse jamais de l'enfant qu'on a été. Il est toujours là. Il est là avec plus ou moins de revendications, on va dire. Il y en a de moins en moins au fur et à mesure où on vieillit. Mais il est toujours tapis, là, oui, bien sûr. Oui. Et les Mais forces, on peut dialoguer avec lui de manière plus... Enfin, moi, maintenant, ça va, je suis en bonne entente. Ouais. Et votre papa, il est toujours là aussi. Force de l'esprit, il est là. Bah, Vous y pensez tous les jours? Tous les jours, je sais pas, mais il est là, oui, bien sûr. Non seulement il est là par définition, hein, c'est comme l'enfant qu'on a été, nos parents sont là, notre enfance est là. Et puis, il est là de manière très littérale, à la radio, à la télé, je peux vraiment le voir pour de vrai en plus. Ouais. Je veux dire, donc il est là dans les deux sens du terme, oui. Alors que vous avouez, vous dites, quand on me consulte pour dire la vérité sur l'histoire, vous dites, je suis une ignorante totale. Mais, oui, mais vous, ouais. votre Mitterrand, je l'ai presque dire à vous, c'est une autre personne. Ben oui, c'est-à-dire que c'est pas parce que je suis sa fille que je suis spécialiste dans l'histoire du Parti socialiste. Donc parfois on suppose que j'ai une connaissance infinie, je sais pas, Oui. de tout le Coran, mais vraiment Je non. suis experte en ignorance. Bah oui, mais parce que je pense que c'est rare que les enfants connaissent exactement ce que font leurs parents déjà, ou s'y intéressent tout simplement. Alors moi ça m'intéresse aujourd'hui, mais c'est vrai que lorsque j'étais ado, j'en savais pas plus que quelqu'un d'autre en fait. Et comme c'est pas ça dont on parlait forcément le soir à table, je lui demandais pas de me raconter comment il avait fait pour prendre le pouvoir au sein du parti. Enfin voilà, c'est pas des questions ça m'intéressait pas à ce moment-là. Aujourd'hui, ça m'intéresserait bien sûr, mais à ce moment-là, ça faisait pas partie de mes priorités. Donc non, je suis pas du tout une spécialiste de sa biographie. En revanche, je le connais, mais c'est ça aussi la difficulté, c'est que quand on connaît quelqu'un de manière intime, mais voilà, c'est toujours ça, hein, le privé-public. On connaît les gens de manière intime, pour autant, on ne serait pas forcément capable d'écrire leur biographie. Et alors qu'ils ont des biographes qui peuvent écrire de manière beaucoup plus historique tout ce qui s'est passé, sans connaître intimement la personne. Donc, c'est pas du tout le même rapport à une même personne. Oui, mais vous avez le sentiment quand même que cette personne, il n'y a que vous qui la connaissez, comme vous la connaissez.
qu'évidemment, c'est votre père. Ah bah oui, ça c'est sûr que c'est unique comme rapport à l'autre personne. Les parents-enfants, c'est un lien qui est très spécifique, très particulier en effet. Merci. Mazarine M. Pinjot. S'appelle 11 quai Branly. C'est chez Flammarion et c'est un livre extrêmement touchant. Je disais presque oui, c'est comme un film quelque part. On vous suit et c'est une expérience absolument incroyable de votre vie, très particulière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.